La chronique de l'écho, Claire Cambier, bonsoir. Et donc deux invités qui sont venus sur ce plateau, puisqu'il y a quelques jours du Salon de l'Agriculture, on va s'intéresser aux produits locaux ce soir. Exactement, on profite du Salon de l'Agriculture pour aborder le sujet du produire et consommer local. Il y a un véritable engouement de nos jours pour déjà consommer français et au-delà, dans le domaine de la nourriture, manger local. Alors, quel est l'intérêt au niveau économique pour le producteur, mais aussi pour le consommateur? Peut-on tout consommer local? Quelles sont les limites? C'est ce que nous allons découvrir avec nos deux invités. Gérard Richard, qui est responsable de la boutique gourmande à la Bergerie nationale de Rambouillet, et Benoît Dupré, agriculteur donc à la ferme de Villetin à Jouy-en-Josas. Alors tout simplement, déjà, quel est l'intérêt pour vous de vendre local? Gérard Richard peut-être. Oui, bonjour. Donc l'intérêt de vendre local, c'est déjà une grosse demande que nous avons de la part de nos clients consommateurs qui deviennent conso-acteurs. L'intérêt aussi, c'est de quand même valoriser les productions des agriculteurs locaux et d'apporter notre soutien et d'avoir des produits qui ne font pas la moitié du tour du monde avant d'arriver sur nos étals. Alors c'est ça en fait, dans vos deux boutiques, vous avez aussi des aliments en fait qui viennent d'autres agriculteurs du coin, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu du coup ce que vous D'abord, il y a ramenez en plus? surtout les produits qui sont issus de l'exploitation. À Villetin, on est une ferme laitière, donc on fabrique des yaourts, des fromages blancs, de la crème, etc., du lait. Et les gens viennent surtout d'abord pour nos produits, pour nos yaourts, pour notre lait. Et puis, ils peuvent trouver des tas de produits fermiers qui viennent d'abord de notre région et puis après des produits fermiers un petit peu de toute la France. Et comme ça, on peut faire son marché complètement. Voilà, le but, c'est de rassembler en fait les différents produits qu'on peut trouver dans notre département au même endroit. Oui, notre département ou celui d'à côté, parce qu'on n'est pas... On aime bien le 91, le 77, etc. Bien sûr. Toute l'île de France d'abord. Un changement d'attitude de la part du consommateur. Vous parliez de consommateur justement. C'est une formule qui marche assez bien pour vendre justement, mais ça existe véritablement. Les gens changent d'attitude. Ils veulent savoir d'où viennent leurs produits, qui viennent d'à côté de chez eux. Ah oui, tout à fait. Ça, la fréquentation est en hausse, par exemple. La fréquentation est en hausse et la spécificité des produits qui nous sont demandés. Et voilà, et vraiment se reporte à des producteurs locaux, des productions locales ou périphériques, parce que bien sûr, il y a des producteurs qui viennent pas forcément du 78. On a beaucoup de producteurs dans le 28, dans le Perche, des choses comme ça. Mais sur la plaine de Rambouillet, on arrive à avoir de la céréale bio. Donc on a du pain bio, on a des producteurs de fromage de chèvre, on a des producteurs de fromage de lait de vache, on a des maraîchers, nous avons tout un tas de choses comme ça. En parlant de maraîchers, justement, il y a aussi le système de cueillette que vous avez mis en place. Vous me disiez justement que la surface de cueillette a grandi. Au fur et à mesure qu'il y a eu de la demande, on a augmenté aussi le nombre donc vous êtes passé d'hectares. On est passé au départ en 80, alors ça remonte quand même, de 1980 on avait 3 hectares et puis maintenant on a 50 hectares de cueillette avec 50 produits qui vont des fleurs, les fruits, les légumes, les pommes, enfin c'est très varié et la cliente comme ça a un énorme choix. Seulement évidemment pendant la période des récoltes, c'est-à-dire du mois d'avril avec les premières tulipes, jusqu'au 11 novembre, la fin de la cueillette des pommes. Alors justement, la limite, elle est peut-être là, c'est la terre finalement. Oui, c'est la terre et puis c'est surtout la volonté qu'on peut avoir de faire un autre métier qui est vraiment celui d'agriculteur, c'est celui de transformateur, de conditionneur et puis de distributeur. Ça, c'est une obligation aujourd'hui? Cette évolution, elle est nécessaire justement? Je pense qu'il y a une demande de la population justement de pouvoir consommer localement, d'avoir des produits d'à côté de chez lui, des produits d'un agriculteur qui connaît. Parce qu'on parle souvent des difficultés des agriculteurs sur le plan économique, elles sont réelles. Et là, de justement modifier, faire évoluer les métiers et savoir faire autre chose aussi, c'est une nécessité pour la survie des exploitations, par exemple. Je pense que c'est une volonté c'est un autre métier. Donc, il faut avoir envie, en plus d'être agriculteur, d'être aussi un transformateur, un laitier, un fromager, faire de la boucherie pour ceux qui vont être amenés à tuer leurs animaux, etc. Donc, c'est un autre métier, mais c'est un métier qui est passionnant et aussi, c'est très intéressant de pouvoir sentir le débouché du produit d'origine que l'on a, qui est du lait tout simple, et puis de savoir que ça va être transformé en yaourt. Je veux dire que
ça lui donne une valeur ajoutée, bien sûr un gain supplémentaire que de vendre son lait directement à une laiterie, mais ça va aussi nous donner beaucoup de fierté de dire que ça, c'est notre lait, mais c'est aussi maintenant un yaourt et on pourra le consommer différemment. Et pour le consommateur, vous pensez que c'est également la même chose, de savoir vraiment d'où vient mon yaourt, eh bien, de ces vaches-ci. Voilà. C'est ça l'intérêt, vous pensez ou... Je pense que oui, c'est à côté de chez lui, il devient un acteur consommateur, il devient un acteur qui participe à la vie économique. Il y a un lien j'allais dire d'amitié, mais presque, qui se fait entre le consommateur. Alors ça, c'est vrai pour tous nos clients qui nous connaissent, qui viennent à la ferme, etc. Mais maintenant, c'est nouveau. Tout le monde veut du produit local, donc on en veut aussi dans les cantines scolaires, on en veut dans les restaurants d'entreprise, on en veut aussi dans son hôtel. Et vous avez eu des hausses des demandes, voilà, finalement, des restaurants d'entreprise également. Exactement. Les restaurants d'entreprise veulent des produits de Viltin, les cantines scolaires veulent des produits de Viltin. C'est très bon pour votre chiffre d'affaires, alors. Eh ben, c'est très bon pour Quelle est la progression de ces dernières années? Parce qu'on est dans la page de l'écho, alors forcément. On a une très bonne progression, intéressante en tout cas, qui demande à être concrétisée encore, évidemment, parce que c'est le début. Hein. Les premiers... Mais il y a des demandes tous les jours. Alors évidemment, ça demande des organisations, évidemment, de distribution, mais on fait tout pour le mettre en place. Le chiffre d'affaires aussi en hausse en ce qui vous concerne, avec ces demandes qui augmentent? Oui, le chiffre d'affaires donc, sur la boutique gourmande de la Bergerie Nationale. Donc nous avons la spécificité de commercialiser, entre autres, les produits locaux, régionaux, de partenaires, parce que les agriculteurs locaux, c'est quand même plus des partenaires que des fournisseurs. Nous, on commercialise les produits fabriqués par les différents lycées agricoles. Donc, nous avons 40 lycées agricoles qui sont adhérents. Donc, nous commercialisons les vins, les fromages, les produits de charcuterie, les conserves d'une quarantaine de lycées agricoles. Mais c'est vrai que les partenaires, les agriculteurs sont fiers, et c'est vrai qu'ils sont fiers de présenter leurs produits. On travaille avec de la viande bovine de Rambouillet, on travaille aussi, voilà. Les agriculteurs sont vraiment fiers de présenter leurs produits, ça, voilà. Et les clients sont contents de savoir que ça vient d'à côté, que ça vient de pas loin, que c'est préparé en petite quantité, à petite échelle. Alors le contre-coup, c'est que c'est pas toujours disponible. Nous, on a malheureusement souvent des ruptures parce que nous sommes uniquement revendeurs sur la boutique gourmande. Ça se limite au nombre de caisses de viande qu'on peut faire dans un veau, au nombre de caisses de viande qu'on peut faire dans un bovin. Ce qu'on a peut-être un petit peu oublié au fur et à mesure avec les supermarchés et les hypermarchés. Voilà, c'est qu'il n'y a pas toujours tout le temps. On se fournit en primeur aussi sur le lycée de Saint-Germain. Quand il n'y a plus la saison de pommes, on n'a plus de pommes. C'est vrai que ça, c'est un problème. Il faut réhabituer les gens à ne pas avoir tout le temps en quantité importante et disponible en permanence. Justement, ça, c'est un peu compliqué. On va peut-être s'intéresser à ce qu'ils pensent, les clients. Exactement. On a posé la question donc, aux habitants pour savoir est-ce que finalement vous consommez local? On regarde ça. C'est très important pour moi, cela. Je regarde même de façon très précise la provenance de tous les produits que je consomme. Pas nécessairement, non. Bon, je ne cherche pas forcément des produits locaux. Ouais, très très important. Surtout ici, quoi, aider les producteurs. Hein. Oui, très important, oui, pour l'écologie, tout ça, pour éviter d'avoir trop de frais de transport et de la pollution. Absolument, des produits français, oui, des produits plus régionaux, mais s'il y avait encore plus près, je prendrais. Hein. Oui, c'est important. Et ça évite, tout ce qui est pollution, puis c'est bien de faire vivre nos petits producteurs à côté, quoi, plutôt que d'aller chercher en Espagne, par exemple, où effectivement c'est beaucoup moins cher, mais c'est pas la même qualité non plus, quoi. Alors, pas la même qualité, c'est finalement ce que les consommateurs recherchent. Donc on voit il y a de plus en plus de ventes locales. Ce qui pose finalement problème, c'est peut-être la transformation. Vous l'évoquiez déjà un petit peu tout à l'heure. Oui, c'est un autre métier, hein, donc voilà, il faut se mettre faut être agriculteur, mais aussi être fromager, savoir que ça va se faire dans un atelier qui va être aux normes. On ne fait pas ça dans sa cuisine. Il faut avoir l'envie. Et puis finalement, il y a aussi des raisons économiques. On s'est rendu donc à la Bergerie Nationale de Rambouillet. On y a rencontré le directeur de l'exploitation et on a vu justement qu'il y avait parfois quelques limites. On va regarder le sujet. La Bergerie Nationale de Rambouillet.
220 hectares de culture, 600 moutons, des vaches, des poules ou encore des chèvres. Mais quel chemin parcourt-il jusqu'à nos assiettes ? Comme beaucoup de producteurs des Yvelines, la bergerie nationale favorise les circuits courts, c'est-à-dire un seul intermédiaire, voire même aucun, entre le producteur et le consommateur. C'est positif au niveau économique puisqu'on arrive à valoriser davantage, surtout si on transforme avant le produit. Et puis c'est vrai qu'on a une sensibilité développement durable sur le site de la bergerie et le fait de vendre en local, qu'il y ait moins de transport aussi pour les productions, c'est quelque chose qui compte également pour nous. Pour faire plus de marge et un geste pour la planète, les lieux de revente sont donc exclusivement en Île-de-France. Le circuit le plus court, la boutique gourmande à la bergerie même, qui regroupe aussi des produits des fermes alentours. En première ligne, les œufs et la viande d'agneau. Consommer local, c'est donc possible. Et même ces vaches, comme tous les animaux de cette ferme, se nourrissent du fourrage cultivé sur place. Mais alors, peut-on tout produire et consommer localement ? Il y a des régions qui ont un potentiel agronomique et un nombre de produits très grand. Donc tant mieux pour eux, les consommateurs peuvent bénéficier d'un maximum de choses. Par contre, quand on a des régions beaucoup plus spécialisées avec des sols beaucoup plus spécifiques, donc des productions plus spécialisées derrière, il faut se limiter à ce qui est produit localement. Voilà. C'est un petit peu la limite. Une autre limite, la transformation. Si on prend l'exemple des agneaux, les agneaux sont produits à la bergerie, vendus à l'Intermarché de Rambouillet. Mais entre-temps, ils sont abattus dans des abattoirs agréés. Donc l'abattoir agréé le plus proche aujourd'hui, c'est Nogent-le-Rotrou. Donc il faut quand même compter 1 heure de route. Et on a entendu parler cette semaine que cet abattoir risquait de fermer. Et donc dans ce cas-là, les animaux seraient abattus en Bretagne. Pour être rentables, les abattoirs doivent donc faire plus de volume, des abattoirs plus gros mais du coup moins nombreux et plus éloignés, un frein évident au circuit court. Alors un frein au circuit court, donc c'est ce problème de cet abattoir qui va peut-être fermer. Finalement, c'est moins d'abattoirs, parce que c'est pour une économie d'échelle ? Oui, ça c'est vrai qu'on déplore le fait que tous les abattoirs municipaux ferment les uns après les autres. Les normes européennes drastiques font que les catégories d'agrément diminuent. Et économiquement, il devient très difficile de pouvoir conserver ces petits outils de production, d'abattage en état. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire à nos animaux... Il faut que pour correspondre au règlement de l'Union européenne, être toujours plus à jour, se mettre à jour, et ça demande des investissements. Voilà, c'est ça. Alors on demande aux petits abattoirs qui vont abattre quelques centaines d'animaux les mêmes normes et les mêmes configurations techniques que les abattoirs qui abattent des milliers d'animaux. Donc c'est vrai que pour les agriculteurs locaux, c'est un frein extraordinaire, un surcoût et une aberration, une gabegie de faire 500 km à un animal vivant et ramener la carcasse pour le transformer et la commercialiser dans nos ateliers, dans nos boutiques, quoi. Et ça, c'est vraiment un frein extraordinaire. Et puis une perte de repères pour les consommateurs, parce que après ils voient sur les estampilles sanitaires que produit en Bretagne, et finalement on arrive sur des départements qu'ils disent non, ça saute 3 départements, 4 départements, et là ils comprennent plus comment on peut faire produire local en allant abattre des animaux jusqu'en Bretagne, quoi. Alors, Benoît Dufray, vous allez peut-être connaître le même problème, puisque vous avez une coopérative pour votre laiterie en Seine-et-Marne, et là, elle est un peu menacée de fermeture. Elle connaît des difficultés, en tout cas. Oui, nous déjà à la ferme, on a une laiterie où sur place on fabrique du lait et on fabrique aussi des fromages blancs. Et il y a une partie de nos fabrications de yaourts qui se trouve en effet en Seine-et-Marne. On a fait une coopérative. Et pourquoi on fait une coopérative ? Parce qu'on a besoin de faire des gros volumes pour aussi pouvoir absorber ce que nous demande, par exemple, acheter des pots de yaourt. Il faut les acheter minimum par 200 000. Vous voyez bien que ce n'est pas à Vilta, au niveau seulement, qu'on peut acheter 200 000 pots. Et donc un appel a été lancé sur Internet, il faut sauver Paris-Lait. Alors Paris-Lait, oui. C'est la laiterie avec laquelle on travaille. Ils ont un cahier des charges. C'est nous qui leur fournissons le lait. Le lait part de Vilta 2 fois par semaine. Et c'est dans cette laiterie que sont fabriquées une partie de nos fabrications, mais des fabrications aussi qui sont vendues en local, ici, en région parisienne. Alors, pour conclure, je suis désolée, on va rapidement voir votre présence au Salon de l'Agriculture. Oui. C'était le pourquoi de votre venue. Vous allez y présenter des produits ?
Oui, donc la bergerie sera présente avec les œufs, principalement les œufs, sur le hall 7, et pour présenter toutes ces animations, parce qu'il faut savoir aussi que la bergerie, c'est une grande ferme pédagogique, donc nous recevons quand même 90 000 visiteurs à l'année, dont 70 000 enfants, qui viennent soit avec leurs parents ou alors en bus, en voyage de fin d'année, ou en classe de découverte et en atelier pédagogique sur le lait, les céréales, les choses comme ça. Donc la bergerie sera en force au Salon de l'Agriculture, Hall 7, pour présenter toutes ces animations et puis commercialiser ces œufs bio. Et vous-même, vous serez donc à Vilta, on est dans le Hall 3. Ça fait 20 ans qu'on est présent au Salon de l'Agriculture. C'est une façon aussi de se faire connaître, de dire aux clients qu'on n'est qu'à 17 km de Paris. Et puis on est présent aussi au Salon de l'Agriculture parce que c'est nous qui nourrissons les vaches du salon. Tous les matins, il y a 5 tonnes de fourrage de Viltin qui sont amenés en camion au salon pour nourrir les vaches. Et ça fait quand même quelques années que vous le faites. Oui, aussi. Merci donc à tous les deux. On va poursuivre cette chronique de l'écho, Claire, avec les infos en plus de ce soir. Et oui, alors première info, c'est la création du premier label francilien pour les restaurateurs. On parlait donc consommation locale, cette tendance est également vraie pour les restaurateurs. Un nouveau label a été lancé le 19 février, des produits d'ici cuisinés ici. Il est destiné à mettre en valeur les chefs franciliens qui cuisinent des produits d'Île-de-France. 50 chefs ont donc été labellisés, dont 2 dans les Yvelines. Il s'agit du Clos de Chevreuse à Chevreuse donc et du Monument Café à Versailles. On passe à Virgin. À présent, autre information concerne la consommation grand public. Les magasins vont être vendus. Exactement, le plan de continuation conçu par Virgin a été refusé lors du comité d'entreprise hier. Les 26 magasins dans toute la France vont être vendus. Parmi eux, celui de Montigny qui emploie une quarantaine de salariés. Un appel d'offres sera lancé demain. Dernière date pour les éventuels repreneurs, le 5 avril. Pour se faire connaître. Et puis cette dernière information en plus, une convention Pôle emploi Espace Saint-Quentin. Une bonne nouvelle, oui, pour l'emploi. Une convention de partenariat vient d'être signé entre Pôle emploi donc, et le centre commercial de Montigny, l'Espace Saint-Quentin. Son but est de mettre en place un plan d'action pour mieux cibler les offres d'emploi et les demandes des boutiques. L'enjeu est important puisque l'Espace Saint-Quentin compte 130 boutiques. En tout, 1500 personnes travaillent sur les 2 centres. On écoute Hervé Degnaud pour nous présenter cette convention de partenariat. Faciliter à la fois ceux qui recherchent un emploi et faciliter les employeurs, c'est-à-dire les enseignes. On va en fait, Pôle emploi anticipe les besoins, qualifie également le profil de poste recherché, et ce qui permet déjà de faire une présélection de candidats. Donc c'est à la fois bénéfique pour le candidat et à la fois pour l'employeur. C'est-à-dire que le Pôle emploi en fait fait régulièrement des visites des enseignes pour connaître leurs besoins, anticiper également les demandes traditionnellement classiques sur les pics commerciales, c'est-à-dire les soldes et puis Noël. Et donc en fait ils ont un pré-listing des besoins et après en fait ils vont faire une présélection des candidats et les proposer aux enseignes. Si vous vous connectez sur le site Espace Saint-Quentin Centre Commercial, dans la démarche citoyen dont s'inscrit le centre commercial, vous cliquez, vous avez les offres d'emploi et vous êtes renvoyé directement sur le Pôle emploi. Sur 2012, en fait, on a fait 150 offres, on a pourvoyé à 150 offres d'emploi rien que sur le centre commercial des Espaces Saint-Quentin. 58% sur ce qui est restauration, métier de bouche et services. Après, on a 35% sur le prêt-à-porter. Et après, sur les métiers de service qui demandent un petit peu plus de qualification, comme la coiffure ou l'optique, par exemple, on est plutôt sur un petit peu moins de 10%. Et pour finir, jusqu'au 23 février, c'est encore la semaine de l'emploi. On vous en parlait la semaine dernière. Mercredi, la mission locale organisait un jeu de l'emploi, sous forme donc de grand jeu de loi. On regarde le sujet ensemble. Comment s'appelle la période durant laquelle l'employeur et le salarié peuvent rompre le contrat à tout moment? La période d'essai. Oui. C'est votre réponse? Oui, oui. C'est gagné pour Hervé et son équipe. Leur pion géant va pouvoir avancer de quelques cases. À la mission locale de Guyancourt, on joue au jeu de loi grandeur nature. Des questions, des mimes ou encore des cartes surprises autour du thème du monde du travail. Un moyen ludique pour participer à la semaine de l'emploi et apprendre d'une manière bien différente qu'une classique leçon en classe. En jouant, ça nous permet de mieux retenir en fait qu'en cours parce que les cours c'est les cours quoi donc.
Toute la journée de mercredi, des jeunes, suivis par la mission locale, se sont succédés autour du plateau. Et vu l'ambiance, ils ont bien accroché à ce jeu de l'emploi. Ça m'amuse, j'aime bien. C'est intéressant, on apprend des trucs qu'on ne connaissait pas. Des trucs comme le poids des charges patronales ou encore la durée maximum légale du temps de travail. En période de crise, on avait envie d'aborder l'emploi avec les jeunes de manière différente. Et on voulait les aider à apprendre des bases de l'emploi, du droit du travail, des abréviations de base que les jeunes ne connaissent pas forcément. Et on voulait les aider à les apprendre de manière ludique. Aider à apprendre pour bien s'orienter et affronter le marché du travail. Chaque année, la mission locale de Saint-Quentin en Yvelines accompagne près de 3500 jeunes de 16 à 25 ans. Et la chronique de l'écho qui se termine par quelques dates, c'est l'agenda de cette chronique. Exactement. Alors au samedi, plusieurs portes ouvertes auront lieu pour ceux qui sont intéressés par les métiers du cinéma ou de l'audiovisuel. Les 3 IS, l'Institut international Images et Son, les accueillent samedi de 10h à 18h dans leurs locaux à Elancourt. Et puis une grande partie de l'université de Saint-Quentin en Yvelines ouvrira également ses portes ce samedi. Ce sera de 14h à 17h30 et seront présentés l'UFR des sciences sociales, l'Institut des études culturelles, l'Institut supérieur de management, celui des langues et des études internationales et enfin l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Vous pourrez retrouver le programme sur le site de l'université. Ensuite, les rencontres créatives qui se dérouleront mardi 26 février, une journée complète organisée par l'association d'entrepreneurs au féminin Créactive à partir de 9h30. Des retours d'expérience, des conférences sur le management, la création d'entreprises ou encore les stratégies commerciales. Ça se déroulera à Promopole à Montigny. Et puis, on rappelle évidemment les dates du Salon de l'Agriculture. Il débute samedi et vous pouvez vous y rendre jusqu'au 3 mars à la porte de Versailles à Paris. C'est donc tous les jours de 9h à 19h avec une nocturne à noter vendredi 1er mars jusqu'à 23h. Et puis, pour fêter les 50 ans de cet événement international, la mascotte cette année n'est pas la traditionnelle vache. Les organisateurs ont choisi comme emblème 7 animaux, dont Lorenzo, un mouton mérinos qui nous vient de la bergerie nationale de Rambouillet. Merci Claire pour cette page de l'économie et justement ce bélier Mérinos Lorenzo qui vient de votre bergerie d'ailleurs. Nous sommes allés le rencontrer. Portrait signé de la rédaction Julie Rochat. Élodie Moine, vous allez voir, il a du caractère. Lorenzo, magnifique bélier de race Mérinos de Rambouillet, se prépare pour le salon de l'agriculture. Dès samedi et durant 9 jours, ce mâle de 4 ans quittera la bergerie nationale pour représenter les ovins. Pour faire honneur à sa race, importée d'Espagne en 1786, il a eu droit à un soin particulier. La traditionnelle taille des onglons, comprendre séance de manucure et pédicure, et une tonte au mois d'août afin de présenter une toison de 6 mois irréprochable. Pour l'anecdote, Lorenzo, qui tient son prénom d'un berger retraité de la bergerie nationale, produit l'équivalent de 9000 km de fibres de laine chaque année. Le manteau qu'on lui fait porter depuis le jour de sa tonte, c'est-à-dire ça fait 6 mois à peu près, a pour but d'éviter que des impuretés viennent salir sa toison, notamment la poussière, mais aussi toutes les impuretés végétales, le foin, la paille, puisqu'il vit en bergerie, donc il y a forcément des impuretés qui pourraient venir souiller la toison. Le travail des bergers s'est aussi porté sur le comportement de Lorenzo. Le mouton est un animal grégaire, habitué à vivre en communauté. Pour parader au salon, il a donc découvert les balades en solitaire et en laisse. Les premières sorties en dehors du groupe posent souvent des problèmes parce que l'animal s'inquiète un peu, il faut l'habituer. Après, on ne peut pas être très familier avec un bélier parce qu'il vient très vite assez cabot, assez têtu. Avec ses 85 kilos, Lorenzo a beau porter le prénom d'un humain, il n'en reste pas moins une bête de caractère. Et cette dernière information, vous le savez sans doute, vendredi se déroulent les Césars, la remise des prix au 7e art. Pour la 3e année consécutive, l'Institut de formation 3IS à Saint-Quentin en Yvelines est partenaire institutionnel. Les étudiants avec leurs professeurs qui vont réaliser des interviews et puis des making-of également pour l'Académie des arts et techniques du cinéma qui organise les Césars. Fin du 7-8 pour ce jeudi. Demain, vous avez rendez-vous avec Catherine Zulato pour l'édition du week-end. Je vous retrouve lundi en direct à 18h. Excellente soirée sur notre antenne.